Mesdames, mesdemoiselles, alors je tiens aux mesdemoiselles, pas moi, mais les demoiselles de plus de 70 ans veulent que je les appelle mesdemoiselles. Donc mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité, merci de votre confiance, merci de tous les petits messages que vous nous envoyez. Ça nous pousse à encore plus de provocation et à plus d'indélicatesse. Comme vous l'aurez compris, politiquement incorrect continue, vaille que vaille. On essaiera d'aller sur des thématiques que vous souhaitez aborder. Merci beaucoup. Alors, ce soir, j'ai retrouvé les instigatrices du déboulonnage des statuts de Schellcher. Non, ne zappez pas. C'est une provocation. Alors, Elsa Juston, la présidente de l'association Oliron La Caraïbe, c'est bien ça? C'est bien cela, merci. Enseignante. Oui. Et victime d'un bashing numérique total. Stéphanie Belrose, vice-présidente de l'association. Bonsoir. Elle-même aussi tentant désespérément de repousser la vague de contestation. Alors non, elles ne sont pas à l'origine du déboulonnage, mais depuis le déboulonnage, on peut constater que tout ce qui touche à Oliron La Caraïbe explose sur les réseaux sociaux, mais pas seulement. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Bon, il y a quelques personnes qui ne vous aiment pas ou qui vous aiment moins, mais bon, ça c'est pour tout le monde. Comme disait mon grand-père, l'un moun pas aimé, comptez combien moun pas aimé. Mais faites ça votre devise et vous allez voir que finalement, pas mal. Vous êtes tranquille. Et ça, Juston, ça sert à quoi une association qui fait de l'histoire? Parce que on se demande dans la masse, est-ce que vous êtes visible, audible? Alors là, oui, effectivement, pour le coup, mais à quoi ça sert? Ça fait quand même un moment qu'on entend souvent dans les médias que voilà, on connaît pas notre histoire, on ne dit pas les choses, on n'a pas appris, voilà, il y a des petites choses comme ça, il y a une demande sociale qu'on a entendue. Il faut savoir, on n'est pas les premiers à s'organiser en association de profs d'histoire géo, hein, oui. Ça a toujours existé. Oui. Il y a notamment l'association Égine dont on découle directement, puisqu'on a quand même des membres fondateurs d'Égine. Oui, j'ai vu que vous avez quelques stars, qui sont parmi les profs de géo. Oui, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'on a souhaité relancer un peu le monde associatif, mais là, on n'est pas tourné spécialement et spécifiquement vers les profs, mais vers le grand public. C'est ça la différence. C'est qu'on est vraiment dans l'idée de parler à tout le monde et de surfer, d'utiliser les outils modernes de communication, les réseaux sociaux, pour toucher un plus grand nombre de personnes. C'est ce qui nous distingue. Mais c'est pas nouveau, mais c'est différent. Mais est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est conjoncturel? Non, est-ce que c'est lié à l'époque? Non, Oliron La Caraïbe a été créé en septembre 2019. Ah oui. Donc, voilà. C'est assez récent, c'est vrai, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux certaines choses se dire et se faire. On a de plus en plus de personnes qui prennent la parole et qui disent faire de l'histoire. Et c'est en réaction par rapport à cette espèce de on a le droit à la parole. Démocratisation, je ne sais pas, mais on a le droit d'en parler, nous, spécifiquement, parce qu'on est quand même professeur d'histoire géo, ou histoire ou géo, selon certains. Et c'est notre métier de transmettre, d'en parler. On le fait quotidiennement dans nos classes. Et là, on a souhaité en parler ailleurs, de manière plus large, et de contribuer aussi, parce qu'on est sollicité à titre personnel, parmi nos amis, nos familles, nos collègues qui nous posent des questions sur des faits. Et là, on s'est dit, pourquoi pas rassembler ce qu'on sait, pourquoi pas aussi donner une visibilité à des chercheurs qui sont très connus dans le milieu universitaire, caribéen ou européen ou mondial, mais que le grand public ne connaît pas. Voilà. Stéphanie Belrose, c'est plus sexy quand même de faire de l'histoire que des mathématiques. Bien sûr. Et puis surtout, c'est sujet en permanence aux polémiques. Alors, c'est clair que la chimie, la physique et les mathématiques sont sujets là aussi à polémique, mais dans un monde clos, tandis que là, tout le monde est historien. Exact. Et ça vous énerve. Je sens que ça vous énerve parce que je lis vos publications et vous, chaque fois, de manière systématique, vous essayez de remettre les choses à leur place. Est-ce que c'est ça les fondements de Oliron La Caraïbe?
Alors, c'est pas notre vocation première, mais l'histoire, c'est une science sociale. Et de la même façon, je ne m'improvise pas spécialiste en médecine. Je ne conçois pas que des gens s'improvisent historiens. On a quand même fait des études. C'est un métier, historien. Mais est-ce que le lien entre l'histoire, le lien, j'allais dire, consubstantiel, charnel entre l'histoire et la politique, c'est pas un peu ça qui autorise tout le monde à en parler en prenant de manière un peu systématique l'histoire à témoin? On le fait davantage quand on parle d'histoire que de mathématiques. On ne convoque pas les anciens quand on parle de maths. Tout à fait. Et ça, pour vous, c'est un danger ou c'est une opportunité pour je parle de votre matière, de votre science? Alors c'est un peu des deux parce que de toutes les façons l'histoire c'est une science qui est les sciences sociales sont en mouvement, ce ne sont pas des sciences qui sont figées, il y a une évolution dans l'histoire, dans l'écriture de l'histoire et en fait effectivement il y a une façon quelles que soient les parties, de réécrire l'histoire, de se l'approprier. Quand vous dites les parties, c'est... Quelles que soient les positions qu'on va prendre, qu'on soit pro ou anti quelque chose, en général dans la société, et notamment dans la sphère politique, on a tendance à tirer un peu, à plier l'histoire, comme je dis, pour la faire aller dans un sens ou dans l'autre. Donc vous êtes les jouets au carnaval, les jouets sombres au carnaval des autres régulièrement. Dans cette sphère publique, on est là au contraire pour poser le contexte et dire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec l'histoire. Il y a des cadres, il y a une façon de l'aborder, il y a un cadre pratique, pédagogique, etc. Donc il y a une façon de faire de l'histoire. Ne s'improvise pas qui veut histoire. Ça c'est clair, j'espère que le message est passé. Oui. Est-ce que vous avez des pères et des mères, des gens dans la profession dont vous vous revendiquez? Est-ce que on peut faire l'histoire de la profession avec des grands maîtres à qui vous rendez hommage, ou vous êtes, ce que j'ai bien senti, des jeunes femmes qui voulaient secouer un peu le cocotier? Vraiment, je ne sais pas. Je dirais plutôt que je pense que tout le monde a eu dans sa vie scolaire des professeurs qui l'ont marqué. Donc si je dis Édouard de Lépine, Gilbert Pagot, Camille Chauvet, je vois le regard de Stéphanie Bellois. Ça qui c'est ça? Non, pas vraiment. C'est que voilà, il y a l'expérience personnelle des professeurs qui titillent et qui donnent une inspiration et qui font réfléchir. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours quand on est en classe, quand on est au collège, quand on est au lycée. J'ai beaucoup d'anciens élèves, surtout en ce moment, qui me contactent vers les réseaux sociaux et qui sont interpellés par ce qui se passe et qui se disent ouais, on a compris maintenant ce que vous vouliez dire par rapport à l'histoire. Parfois il faut du temps. Voilà, parfois il faut du temps pour assimiler. Mais dans notre discipline, tout dépend vraiment de notre formation, de nos centres d'intérêt. On n'est pas historien de tout. C'est ça. Ouais, on n'est pas historien de tout. Il y a des spécialités. Il y a des spécialités. Déjà, il y a des professeurs d'histoire, géographie, de formation géographe uniquement. Ouais. Il y en a qui sont de formation géographe et historienne. Il y en a qui sont uniquement... Donc on fait de la géographie dans l'histoire, en fait. Ou bien, en fait, c'est une spécificité française, c'est qu'il y a dans l'université, il y a une voie géographie, il y a une voie histoire. Parfois, il y a des gens qui sont à cheval sur les deux, c'est mon cas. Ouais. Il y en a qui ne sont pas à cheval du tout et qui ont choisi. Alors, et donc, ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est en fonction de cette formation-là qu'on développe un intérêt pour des questions. Alors il y a peut-être des jeunes qui passent devant la télé, qui vont être interpellés, qui vont s'asseoir en se disant mais c'est qui ces deux uluberlus là, et ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez fait respectivement? On va commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez eu votre bac? Parce que le bac, ce n'est plus une épreuve particulièrement dure, surtout en 2020. Ça va pas l'être du tout. Comment c'est venu cette vocation en fait? Alors moi, s'il y a eu vocation. Moi, c'est une vocation. Ouais. C'est justement en classe de 5e. Depuis la classe de 5e, je sais que je vais faire de l'histoire. Et grâce à un prof que j'ai eu qui était génial, qui s'appelle Madame Zonzon, au collège de Sainte-Luce. Et je me suis lancée dans cette voie-là. J'ai fait une licence en Martinique. Ouais. Et ensuite, c'était mon rêve de petite fille. Une licence d'histoire. Une licence d'histoire en Martinique. Et j'avais pour rêve d'intégrer la Sorbonne. Donc, je suis partie et j'ai fait un master d'histoire, spécialité aire culturelle, et en travaillant sur la Martinique à Paris 4. C'est génial, ça. Oui.
Comme quoi Oui, bien sûr. J'ai fait quelques années de recherche. J'ai fait quand même 8 ans de thèse. Non, là, vous venez de les décourager. Les mecs pensaient que c'était bac plus 2, tranquille, après on passe à la télé, on devient une star. Non, il faut bosser. Voilà, il faut bosser. Et puis, ensuite, je suis devenue professeure d'histoire géo. Alors, concrètement, vous êtes où, là? Parce que ils vont vouloir vous regarder, même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'heures. Actuellement, cette année, je suis au collège de Rivière-Pilote. Voilà. Pas trop loin de Sainte-Luce, de toute façon. Pas trop loin, voilà, c'est ça. Et vous aimez ça? J'adore, c'est une vocation, j'aime mon métier, j'aime l'histoire, je suis une passionnée d'histoire et transmettre aux jeunes générations. Dans un collège, on fait de l'histoire balbutiante en fait, on fait les bases. C'est vrai, on fait les bases. Vous êtes dans quelle classe? 4e et 3e. 4e et 3e, c'est déjà un peu plus sérieux que 6e et 5e. Oui, je parle du contenu. Oui, le contenu, de toutes les façons, on suit les programmes nationaux, mais en termes pour développer le goût de l'histoire, je trouve que ce sont des bonnes classes. Il faut commencer dès le collège. J'enseignais aussi 2 ans à la fac en Martinique. Et souvent, j'avais des étudiants qui, malgré le choix d'un cursus d'histoire, avaient perdu c'était plus un choix par défaut souvent qu'une vraie passion. Alors qu'au collège, on peut encore émerveiller avec la matière. Vous en êtes une victime, parce que c'est bien au collège que vous avez été détourné de la voie normale. Et vous Alors, mon parcours est un peu différent. C'est vrai qu'au collège, j'avais une professeure d'histoire géo incroyable. J'ai toujours été intéressée par l'histoire, parce que, voilà, l'émerveillement était là. Vous étiez où dans quel... Moi, je suis du Nord-Atlantique, je suis du Marigot. C'est les meilleurs, vous inquiétez pas. Voilà, je suis du Marigot et moi, je suis de milieu. D'accord. D'un milieu agricole principalement. Et c'est vrai qu'au collège, l'émerveillement, le côté voyage, moi j'ai tout de suite été davantage attirée par la géographie, même si l'histoire c'était important pour moi. Et arrivé au lycée, moi je suis de la génération, c'est la première année en seconde de l'adaptation des programmes. C'est la première année où officiellement, en 2000, on a commencé à faire l'histoire locale en classe. Officiellement, parce que ça se faisait déjà. Mais voilà, je suis arrivée dans la réforme où tous mes profs étaient à fond sur la Caraïbe, l'histoire locale, etc. Donc contrairement à ce qu'on pense en fait. Contrairement à ce qu'on pense. Parce que l'establishment, alors le mot establishment, on va l'employer souvent ce soir et on va le décrypter parce que c'est l'un des reproches qui vous est fait. Vous faites partie de l'establishment et que vous essayez de leur donner bonne conscience. Alors l'establishment pense que on est encore sous le joug d'une histoire coloniale ou de colonisés parlant des Gaulois, etc. Alors que vous tombez là en 2000, boum. En plein dedans. Et donc, j'ai eu 3 profs exceptionnels en lycée. Je peux les citer. Allez-y. Lucie Désir, au lycée François Fanon en seconde. J'ai eu Nathalie Zonzon-Kitman en première et Marie-Hélène Léoté en terminale. Et donc, qu'on ne présente plus, je crois que c'est pas la peine. Et donc, avec ce cursus-là, j'ai été tout de suite intéressée, marquée par certains faits historiques plus ou moins récents de l'histoire locale. C'est là que vous prenez la tangente sur l'histoire? Eh bien, la tangente s'est accentuée parce que j'ai fait une CPG littéraire au lycée de Bellevue. Ici, les SIG, c'est interdit. Pardon. Une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée de Bellevue. Voilà. J'ai toujours eu du mal à choisir entre histoire et géographie. J'ai choisi la géographie en licence, mais j'ai toujours gardé un pied dans l'histoire. J'étais en licence géographie, mention histoire. Et ensuite, les concours d'enseignement, histoire géo, CAPES, agrégation. Enfin, même si je suis géographe de formation officiellement, j'ai toujours gardé un regard sur l'histoire locale en particulier. C'est vraiment ce qui m'intéresse davantage. Très bien. Et aujourd'hui, vous enseignez où? J'enseigne au lycée de Bellevue en post-bac, en BTS tourisme. Donc, c'est un poste où je fais principalement de la géographie et de l'histoire appliquée au patrimoine. Donc là, c'est du concret sur comment valoriser le patrimoine. Les moyens, pas les petits, mais les moyens, et vous, c'est les plus grands. Oui, c'est le plus grand. Ceux qui ont déjà... Mais c'est l'histoire dans le monde professionnel à ce moment-là. D'accord. Pour former des guides touristiques qui puissent valoriser correctement leur pays. Bon, donc voilà, on fait du concret. Donc, il y a déjà des mythes qui sont tombés. Les Martiniquais apprennent l'histoire des Gaulois. Non, pas vraiment. Non. Et puis, l'histoire, ça peut être une passion. Ça peut être... voilà, bon, on sait ça. Alors, première question. Vous répondez comme vous le souhaitez, l'une ou l'autre. Ça vous fait pas mal de temps en temps de penser que finalement, quasiment tous les documents
toutes les sources que vous allez lire sont issues de la réflexion, de l'écriture, du témoignage du colonisateur. Oula, c'est-à-dire écoutez, l'histoire n'a pas été écrite par nous. Hein. Enfin, elle commence à être écrite. Mais quand vous vous replongez, par exemple, imaginons l'esclavage, tous les documents de l'époque, c'est quand même des... Ah, vous parlez Je parle des sources. Oui. C'est un peu ça, en fait. Hein. Alors, même quand le narrateur ou l'écrivain ou même le fonctionnaire qui dresse des tableaux est neutre, fait son boulot de fonctionnaire, mais c'est quand même, soyons très clairs, un blanc qui écrit, et nous, derrière, on va utiliser ça pour relater notre histoire. Est-ce que vous avez réfléchi à cette espèce de paradoxe ? Pour nous, c'est pas un paradoxe, en fait. C'est-à-dire que tout dépend de l'époque, tout dépend des sources. Et puis, c'est pas seulement le cas de la colonisation, même dans l'époque précoloniale, enfin, il y a déjà ce fait qui se pose. Mais après, ce que je veux dire, c'est que les sources, elles sont avant tout pour nous des matières avec un point de vue qui varie. Ce point de vue n'est pas forcément lié à une origine sociale ni à un phénotype. Ouais. Et donc, on contextualise en fait. Voilà, vous recontextualisez, mais ça pèse quand même, parce que moi j'ai lu un certain nombre d'historiens qui disent, et évidemment beaucoup de politiques qui disent que tant que l'histoire que nous allons raconter aura été écrite... il y a une différence entre des sources voilà, c'est ça, et l'écriture. Ah non, moi je parle des sources. Il y a une différence entre les sources. Alors moi j'ai travaillé, je connais assez bien les archives concernant la Martinique, puisque j'ai travaillé sur la période de l'esclavage. Et j'ai beaucoup fréquenté. Alors il faut savoir que la majorité des archives qui sont originales se trouvent à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, tout à fait. Aux archives, donc j'ai beaucoup fréquenté les archives d'Aix-en-Provence et on a en fait toutes sortes de sources. Il n'y a pas que les sources ne sont pas que les récits de voyage ah non, mais moi je parle de documents basiques avec des tableaux, des registres, etc. On utilise cette source-là, mais il y a aussi les journaux de l'époque. Il y a quelques rares documents qui viennent de livres de couleur. On a les écrits de Bisset, par exemple. On a aussi quelques courriers qui sont des retranscriptions de paroles d'esclaves, de voix d'esclaves. On a fait un super travail de voix d'esclaves. Il y a un bouquin magnifique dessus. C'est ça, auquel j'ai participé. Et on a de la matière. Alors, c'est sûr que on a en tête, quand on travaille l'histoire, surtout cette histoire-là, qu'il y a un biais. Voilà. Il y a un biais. C'est ça qui m'intéresse. C'est comment vous faites pour atténuer ce biais, parce que vous êtes obligé de... Parce qu'on interroge les sources. Oui. Vous êtes obligé de recontextualiser déjà. Bien sûr. Et de croiser un maximum de sources. On croise les sources. C'est-à-dire qu'une source ne suffit pas. Il faut la replacer dans un contexte, la croiser avec d'autres sources, d'autres points de vue. Et c'est cette analyse, cette méthode scientifique qui fait l'historien. Qui écrit aussi. Il faut savoir s'interroger sur la personne qui produit la source. Voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est compliqué. En fait, c'est un métier. C'est ça. Deuxième stud envoyé aux petits jeunes là qui sont... Non, parce qu'on n'est pas en opposition avec eux. Attendez. On va en parler tout à l'heure peut-être, mais il n'y a clairement pas d'opposition. Parce que c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Bon, ça c'est sur le métier. Donc en fait, on a quand même une particularité. Les types qui s'intéressent à Louis XVI, ils sont, j'allais dire, de la couleur de Louis XVI le plus souvent. On est bien d'accord. Tandis que nous, quand on s'occupe de Colbert, ces temps-ci, ou de Bisset, ou de Denambuc, il y a quand même cette espèce de position de différence ethnique, et puis de lecture, parce qu'on ne lit pas les écrits des premiers colons de la même façon qu'on soit de Draguignan ou du Macouba, on est bien d'accord? Non, moi je suis pas d'accord. Ah ouais? Il y a une lecture, en fait, on a une rigueur scientifique. Il faut en tant qu'historien, quand on produit de l'histoire, il faut qu'on ait une rigueur. Mais le cœur...
Mais justement, le métier de l'historien, c'est même avec la proximité. Quand j'ai travaillé sur l'histoire par exemple, j'ai travaillé sur l'histoire des femmes et notamment des sévices. Ouais. J'avais devant les yeux des sévices affligés aux femmes noires, etc. C'est horrible à lire, mais c'est pas pour autant que je dois rester le plus objectif possible. Je dois aborder. Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais la proximité du sujet ne doit pas nous empêcher d'avoir une rigueur dans l'analyse. Il va falloir l'expliquer parce que les petits loups là qui chaque fois qu'ils voient un truc deviennent fous. En fait, ce qui est important, ce qui doit être dit aussi, c'est que l'histoire, c'est pas la morale. C'est ça. Il y a une différence fondamentale. C'est pas une question de différence, c'est que quand on fait de l'histoire, on doit, Stéphanie a parlé d'objectivité, c'est pas de la morale que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de ce qui est bien ou ce qui est mal quand on fait de la recherche et quand on explique qu'on fait un récit en histoire, on explique plutôt une situation donnée dans un contexte donné. Alors, c'est clair que chacun à son côté ses valeurs, sa morale, sa manière de voir les choses. Mais ce regard-là, qui est un regard actuel et personnel, ne doit pas être projeté sur une époque et sur un contenu. Et l'historien, normalement, et le professeur d'histoire géo, quand il enseigne à ses élèves, il leur enseigne ça en fait, cette distance critique qui est nécessaire quand on regarde des événements qui se sont passés dans un contexte particulier. Oui, mais quand on vient plaquer sur ça la notion de justice. Mais là encore, là on est dans deux discours différents, c'est ça. Oui. L'historien n'est pas là pour rendre justice. Non, mais l'historien peut nourrir un processus à la justice. On choisit un angle d'attaque. Ouais. Par exemple, pendant longtemps, l'historiographie de l'esclavage s'est intéressée, les historiens ont travaillé sur le système. Ouais. Où ils ont pris un angle d'attaque d'une personnalité d'un Européen. Là, la nouvelle tendance historiographique, et dont on s'inscrit dans cette tendance-là, l'histoire décoloniale, c'est du point de vue à partir des colonies. Et ça peut être, par exemple, on va s'intéresser aux personnes un peu moins visibles, aux esclavisés. On va écrire l'histoire à partir ceux qui n'avaient pas la parole. Ceux qui n'avaient pas la parole. Mais ça des personnes. Mais ça ne doit pas nous empêcher de toujours cette distance critique d'analyser, de recontextualiser. Mais je me fais volontairement l'avocat du diable parce que vous comprenez bien, on est au cœur du sujet. C'est ça. Alors je vais vous citer. Parce que celle-là, elle est excellente. Saisir, donc c'est vous, elle s'ajustant. Saisir la complexité, voici pour moi le véritable enjeu de nos sociétés françaises et antillaises en 2020. Vous voyez qu'on est au cœur du sujet. Ouais. Méfiez-vous des visions binaires et des gens qui affirment, en prenant l'histoire comme témoin, méfiez-vous de ceux qui vous présentent des certitudes sans contextualiser. Mais au bout d'un moment, vous n'avez pas l'impression de perdre un peu de spontanéité derrière tout ça? Pourquoi? Non, parce que justement, faire de l'histoire, c'est pas spontané. C'est réfléchi, on s'appuie sur des sources, on prend des précautions. Et en plus, l'histoire évolue en fonction de ce qui est connu. Vous êtes froide. Pas tout le temps, parce qu'on est humaine. Vous avez pleuré. Ça vous est arrivé en lisant des documents de pleurer? Bien sûr, ah oui. Parce qu'il y a des choses abominables. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que l'histoire, c'est pas simple. Même pour nous, qui nous sommes formés, ça ne l'est pas. Même entre confrères, parfois, on doit se questionner. C'est aussi pour ça que dans Au la Caraïbe, nous sommes une équipe, parce qu'on n'est pas bon sur tout, et que parfois, on se questionne, on se met à jour entre nous, on recherche ensemble pour faire avancer les choses. Donc l'histoire, c'est complexe, cela demande de la prudence, et lorsque je vois et j'entends des discours qui présentent les choses avec simplicité, et qui parlent de vérité, la vérité sur quelque chose, ça me pose problème, parce que je vois les précautions que l'on prend, on interroge des spécialistes qui ne travaillent que sur des petits bouts parce qu'ils sont vraiment dans leur domaine pour être sûr de ce qu'on dit, et on vérifie, on est vraiment dans quelque chose de précis. Ça me gêne que certaines personnes s'octroient le droit d'aller vite, de faire des raccourcis, et ça attise une haine, une incompréhension parfois qui n'est pas toujours justifiée. Et qui peut avoir des conséquences autrement dramatiques. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire
Stéphanie Belle-Rose, ça veut dire qu'il faut exclure la notion de vérité? Une vérité, c'est quoi? Parce que ce que je recherche, moi, le Kidam, ce que je recherche, c'est dites-moi ce qui s'est vraiment passé. En fait, oui, bien sûr. Donc c'est la vérité. Non. Oui, mais c'est pas forcément la vérité, elle est subjective. Ma vérité n'est pas la vérité de quelqu'un d'autre. Ma lecture de ça je reconnais bien les profs d'histoire géo qui sont dont les potes sont les profs de philo. Non, mais ma lecture d'un événement ou même d'un document, comme moi en tant que Stéphanie Belle-Rose, je lis un document d'archives, je le lis avec tout mon passé, toute mon expérience. Quelqu'un d'autre qui va lire le même document n'aura pas la même lecture. C'est ça. D'où l'importance de croiser les sources. La vérité, l'histoire, ce qu'on veut à l'heure actuelle, les gens qui veulent la vérité. En fait, pour revenir au début, on a une histoire qui a été écrite du point de vue des dominants européocentriques. Voilà, on est d'accord. C'est ce que je vous disais. Mais est-ce que c'est la vérité de faire le basculement totalement inverse et de décrire l'histoire que des Noirs ou que des... En fait, non. Il faut, en fait, pour moi, c'est mon avis, il faut la part égale, les voix égales, qu'on entende à voix égale. À la fois tous les acteurs en fait de la société, que sont les colons, que sont les esclavisés, que sont les libres de couleur, tous les acteurs de la société coloniale, à part égale. Mais pourquoi? L'entre-deux. Pourquoi? Parce que on est dans la nuance. Pourquoi vous ne basculez pas? Parce que on est bien d'accord que dans 99% des cas, quand on relit l'histoire, c'était d'abord l'histoire vue du point de vue du dominant, on va dire ça comme ça. Et vous dites, on ne peut pas passer complètement à l'autre extrême, il faut équilibrer tout ça. Alors, l'équilibre, en fait, permet de comprendre des dynamismes. Parce que des dynamiques, on est dans des sociétés... J'ai des gens là qui sont... Alors, on est dans des sociétés... Déjà, à l'heure actuelle, notre société, elle est complexe. Même nous, pour l'aborder, elle est complexe. Donc, à l'époque aussi, il n'y a pas de différence. On a une société qui est complexe, dont la naissance, la création, la construction est particulière. Et en fait, il faut clairement... Il faut équilibrer les choses, mais pas pour équilibrer. Il faut comprendre, accéder à cette histoire par tous les biais. Mais vous êtes d'accord qu'un certain nombre de gens qui vous écoutent peuvent dire oh là là, elles se sont fait enfumer, elles se sont fait enfumer par l'establishment européen, elles ont un petit discours, elles sont gentilles quoi. Non, du tout. Comment vous répondez à ces gens-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, si on reste dans le cas de l'esclavage, on a déjà parlé de l'histoire écrite au départ par les dominants, mais il y a aussi une vision noir contre blanc qui est dominante. C'est ce qu'on appelle entre nous la vision binaire, qui est dominante. On a des colons et des esclavisés. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas seulement cette réalité. C'est l'entre-deux en fait. Ce qui est aujourd'hui, voilà, les avancées historiographiques. Ça gêne les mouvements politiques, ça votre truc là. Vous savez bien que. On fait pas de la politique. On fait de l'histoire et on entre d'attirer l'attention sur. On veut attirer et expliquer au grand public que entre deux, il y a des gens qui ont profité du système. Entre deux, il y a eu des libres de couleur qui ont eux aussi mené et organisé, pris part à la société. Bon, alors, notre objectif aussi, c'est d'expliquer des dynamiques. Voilà. On veut expliquer les rouages de la société, comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors, c'est ça en fait qui nous intéresse. Qui est répété ici et qui est répété c'est ainsi pour mieux expliquer votre positionnement et votre travail, c'est le mot complexité. Ah oui, complexité. Alors, complexité, contextualiser, décoloniser, ce sont des mots qui sont entre guillemets, vous embêtez tout le monde, quoi. Vous embêtez tout le monde, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, moi, à mon tour, je vais vous embêter. On parle de complexité. On est là sur un exemple historique, c'est Césaire pendant la période de l'amiral Robert. Alors, il est convoqué au procès de l'amiral Robert et face à lui, il a un avocat qui est l'avocat de l'amiral Robert, qui est redoutable, qui s'appelle Maître Guin, et qui lui dit, vous êtes bien le directeur d'une revue culturelle qui est intitulée Tropique. Donc Césaire voit venir l'attaque, il fait oui, simplement, et Guin lui dit, mais vous avez dédié un numéro de la revue Tropique à l'amiral Robert. Donc, 5 minutes avant, Césaire avait fait toute une
tout un discours sur le caractère raciste, sur l'absence fasciste du régime. Et Césaire répond, c'est indéniable, donc, mais alors l'amiral n'asservissait pas la pensée. Et il s'en sort bien, parce que quand on fait des recherches, avant ce numéro de Tropique, l'amiral avait déjà pris des mesures liberticides, avait déjà interné des gens, avait fait en sorte que le régime fasciste de Vichy puisse s'appliquer très nettement. Alors là, on fait dans le politiquement incorrect, on dit oh là là, Césaire, dans Revue Tropique, donne crédit à l'amiral Robert et en même temps va souffrir de l'amiral Robert. Est-ce que c'est pas un bel exemple? Il donne crédit parce qu'il fait un numéro qui lui est consacré dans un contexte particulier. Même pas consacré, qui lui est dédié. Attention, oui. Qui lui est dédié. C'est-à-dire que est-ce que cette complexité-là, là il y a une espèce d'antinomie absolue, puisque la revue va être censurée. Oui. Malgré tout, parce qu'il y a des types qui ont dû se dire, Césaire c'est un gros malin, il a dit bravo l'amiral, je vous dédie ce numéro, mais en même temps à l'intérieur du numéro, il tire sur le régime. Donc il y a notamment un commandant qui dit non, votre revue, moi je vais la censurer, et elle est censurée. Cet exemple-là, est-ce qu'il est la preuve qu'on ne doit pas lire systématiquement l'histoire de manière binaire? Parce que celui-là, il est fameux. Il n'est pas très connu, mais il est fameux. C'est Camille Chauvet qui, dans Historien antillais, ressort ces documents. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais de toutes les façons... Non, mais celui-là, prenons celui-là, par exemple. Est-ce que ça vous parle qu'on puisse, à la fois, dans une époque donnée, utiliser une espèce de subterfuge, parce que c'est très clairement ça, on ne peut pas dire ok, mais Césaire partage les idées, mais pour survivre, pour pouvoir sortir sa revue, mais le problème c'est que ça s'est utilisé après par un avocat contre lui. Mais c'est là encore l'importance de contextualiser, de chercher, là très clairement il y a une position, un subterfuge qui est utilisé pour faire croire quelque chose, pour continuer à exister. Mais c'est une action politique. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est une action politique de Césaire. On n'est pas dans de l'histoire. Ouais, mais justement, c'est quand même des profs d'histoire qui vont retrouver les documents pour dire voilà un épisode qui est marquant de la complexité de l'époque. De l'époque, du personnage aussi, surtout, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est la stratégie politique de pouvoir vivre et exprimer quelque chose. Deuxième exemple qui va vous parler davantage. Pori Papy. Oui. Ah oui. Avocat de l'esclave romain. Alors là, ça s'est déchaîné. Il y a même des mecs qui veulent une statue de Pori Papy. Et vous dites, c'est bien vous qui dites ça, hein, qui dites, attendez. Après une chanceuse, oui. C'est une chanceuse. Oui. Attendez, Pori Papy, c'est gentil, mais c'était d'abord un propriétaire d'esclaves. Alors, pas d'abord. Oui, non. Dans la discussion, quand les gens vont vous dire, moi je veux une statue parce que ce type c'est un héros, vous allez dire stop. Que ça soit Pori Papy, que ça soit Bicêtre, et Schellcher. On a des hommes qui ont des facettes. Oui, mais bon, Schellcher, on va y venir sur Schellcher, mais Schellcher, à la différence de Pori Papy, c'est qu'il n'a jamais détenu d'esclaves, on est bien d'accord. Oui, c'est sûr, mais il a aussi, le personnage a ses facettes sombres. Et en fait, non, mais moi je veux rester sur ça, parce que vous comprenez bien que je me fais un peu l'avocat du diable. Là, encore une fois. Il y a un type dont les gens veulent avoir une statue. On est d'accord. Bon, que des gens veulent avoir une statue de monsieur Romain, parce que c'est un monsieur, il n'y a pas de discussion possible, à la limite. Mais là, vous dites, attendez, allez, alors laissez-moi aller jusqu'au bout. Alors, il est propriétaire d'esclaves. Bon, donc, un propriétaire d'esclaves, est-ce qu'il peut, donc c'est la question, c'est que tout le monde se pose, est-ce qu'il peut avoir une statue? Première question, vous allez y répondre. Mais c'est aussi un anti-esclavagiste passionné, bien sûr. Il défend. Mais il est bénéficiaire d'indemnité, c'est-à-dire qu'on va lui donner de l'argent, et vous savez que cette histoire d'indemnité est au cœur du débat. Bon, alors un type comme Pori Papy, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Là encore, l'histoire, c'est pas la morale.
Aujourd'hui, ce qui nous paraît bien mal, posséder des esclaves, voilà, c'est une dimension morale de se dire que l'esclavage, et puis c'est d'ailleurs un crime contre l'humanité, etc. Ah bah oui. Mais pour l'époque, c'est un mode de fonctionnement et de survie. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, c'est pas un fait. Le cas Pori-Papi, c'est pas un cas à part. Voilà. Il y a énormément de livres de couleur. Les livres de couleur, pour que les gens puissent comprendre, ce sont les personnes de couleur qui sont soit affranchies. Alors attendez, on va mettre de côté ce terme de couleur qui est mal utilisé par les historiens. Non, mais qui est mal compris par les gens. D'accord. Les gens, quand vous dites un livre de couleur, c'est soit un métis. Non, il peut être noir. Non, attendez, c'est soit un métis, soit un noir, on est bien d'accord. Oui. Mais en tout cas, c'est pas un blanc. C'est pas un blanc. Voilà. C'est pas un colon. Là, je pense que les gens comprennent mieux quand on dit. Parce que c'est ce que j'allais expliquer. Non, c'est ce que j'allais expliquer. En fait, le terme désigne, c'est un terme utilisé par les historiens qui désigne les personnes, qu'elles soient métisses ou noires, qui sont libres, mais soit par affranchissement ou descendants d'affranchis. Voilà. Ce terme-là utilisé. Allons aller plus loin, parce que moi, je tiens beaucoup. J'aime les gens qui nous regardent et qui m'envoient des messages. Je les aime. Donc, j'essaie systématiquement de leur expliquer. D'accord. Affranchi, ça veut dire quoi? Affranchi, c'est les personnes qui se sont des esclaves, qui sont libérés. Alors, ils sont pas libérés tout seuls. Qui deviennent. On est bien d'accord. Ils sont pas. Ils ne détachent pas leur chaîne. Non, qui sont libérés on les libère. Alors, on les libère. Le maître, le colon, les libère. Il y a les livres de fait, ça veut dire qu'il n'y a pas un papier, c'est pas officiel, l'affranchissement n'est pas officiel, donc on leur permet d'avoir un bout de terre au bout de l'habitation par exemple, voilà, ils sont pas esclaves. Ils sont pas esclaves. Ils sont plus esclaves, mais ils n'ont pas le papier officiel. D'accord. Et puis il y a les affranchis, parce que l'affranchissement c'est un acte devant notaire, il y a un bout de papier. Il faut payer. D'accord. Donc voilà, c'est ça l'affranchi. Qui paye? Le maître. C'est le maître. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, et c'est là où l'histoire est complexe, ces personnes noires ou métisses qui possèdent des esclaves ne remettent pas en cause en fait la société esclavagiste. Il y a énormément d'esclaves, d'anciens esclaves qui possèdent d'autres. Alors, non seulement parce que ils remettent pas en cause le système, c'est aussi une façon de protéger. C'est pas que posséder des esclaves pour faire de l'argent. Je prends un exemple, une femme qui travaille, elle est libre. Elle va racheter sa sœur qui est esclave. C'est une façon de la protéger. Comme elle ne peut pas l'affranchir, elle n'a pas suffisamment d'argent, ou c'est pas possible de l'affranchir, elle va racheter. Donc on a énormément de fratries, par exemple, qui sont le propriétaire, c'est la sœur, la mère, le père, voilà. C'est ça. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de stratégie de survie. Il y a des stratégies de survie qui sont établies en devenant propriétaire d'esclaves, en étant soi-même ancien esclave. On est bien d'accord que tout ça, c'est pas politiquement correct pour les gens. Alors, parce qu'il faut pas, en fait, on est dans la société du 17e, 18e, 19e siècle, on ne peut pas porter notre regard de 2020. C'est ça. C'est inconcevable pour quelqu'un de se dire, mais il a acheté son frère, sa sœur. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais si c'était moi à l'époque, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. Sauf qu'on n'est pas là, on n'était pas là. On ne sait pas ce que c'est que de vivre dans une société qui s'est construite sur la violence, sur le préjugé de couleur. Le préjugé de couleur, c'est un certain nombre de mesures basées sur la couleur et qui vont être discriminatoires pour les personnes de couleur. C'est la construction du racisme. La construction du racisme. Donc, on est dans une société qui est violente, qui s'est construite sur la violence, sur le déracinement d'une partie de sa population. Et on ne peut pas en 2020, alors qu'on est dans notre confort de 2020, et dire si j'étais là, j'aurais pas fait ça. Ah oui, les nègres de maison, les machins. C'est ça. Voilà. D'où l'importance de ce que je disais, la morale. Elle est à distinguer, elle est à séparer de l'histoire. L'histoire, on est vraiment dans une étude. Comprendre des dynamiques. Voilà, comprendre des dynamiques, la complexité, le rôle des acteurs, comprendre les stratégies de survie, les changements de position, les évolutions de pensée, d'idéologie. Oui, parce que là en fonction des événements, on va dire ça comme ça, on a des basculements radicaux. Bien sûr. Bon, alors le troisième exemple, juste pour vous embêter un tout petit peu, c'est notre ami Bicêtre. Oui. Alors Bicêtre, je rappelle, qui est les propriétaires d'esclaves, qu'il est chasseur d'esclaves. Je crois que même qu'il avait des petits chiens assez sympathiques, spécialisés dans la capture des esclaves. Donc il a participé. Et il sera aussi avocat. Avocat, il va défendre, il va. Oui, attendez.
Je vais vous donner la parole. Oui. C'est quand même le parent très proche de Joséphine de Beauharnais, dont on a coupé la tête, vous êtes d'accord, sur la savane. Et puis, ça c'est le côté sombre, on va dire ça comme ça, sans jeu de mots. Puis de l'autre côté, il est marqué au fer rouge, il est banni, enfin il est même frappé, il a failli laisser la peau pour ses agissements anti-esclavagistes, on va dire ça comme ça. Et puis après, il est très clairement dans le camp de ceux qui veulent l'abolition. On va le retrouver, d'ailleurs ça devient un homme politique brillant, etc. Oui. Donc c'est, comme dirait le président Macron, c'est en même temps tout ça. Hein, alors, si moi je dis, bon, ouais, d'accord, ok, oublions la façon, moi je veux une statue de Bicêtre, vous dites quoi? Alors, vous rappelez ça? Vous rappelez la partie sombre ou pas? Mais nous sommes obligés de rappeler le contexte, les faits. Et puis Bicêtre, c'est aussi celui qui même, il a lutté pour l'abolition, il a été homme politique. Même dans le jeu politique d'après l'abolition, il a parfois été soutenu par les Blancs créoles. Oui, et il fait une alliance avec Pécole. Absolument. Et ça lui est reproché de manière par l'establishment dont on parlait. Mulat qui dit ce type est un traître. Il ne faut pas revenir. On revient toujours à la même chose, la fameuse vision binaire, noir, blanc, bien, mal. Quand on regarde l'histoire, quand on analyse les personnages, ça n'existe pas. Et on a des trajectoires. C'est ça. L'exemple de Bicêtre, je crois qu'aussi, c'est on voit l'évolution d'un homme. On voit un homme qui est libre de couleur, qui est issu d'une famille riche et qui, en 1822, ne remet pas en question l'esclavage. Il participe à réprimer les révoltes. Ouais. Et puis ensuite, comme il veut défendre l'évolution, il veut l'égalité avec les Blancs. Alors restons sur ça, justement. On a bien l'impression qu'à un moment donné, la lutte contre l'abolition est là encore, une tactique. Bien sûr. En disant, comme ces messieurs qu'a déconsidéré nous, on va péter leur système d'esclavage de manière... Est-ce que c'est ça? Parce que j'ai lu des choses sur ça en disant quel est le meilleur moyen de nous affirmer, nous, mulâtres ou noirs libres, face à ces messieurs. En fait, il faut savoir qu'au départ, les libres de couleur étaient davantage dans une stratégie de revendication pour leur groupe. Donc, parce qu'ils avaient une reconnaissance sociale de leur groupe de libres de couleur. Au départ, sans remettre en cause l'esclavage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les libres de couleur, surtout ceux qui avaient obtenu une position sociale importante, certains étaient assez aisés, ils n'avaient rien à voir avec les esclavisés. Ils considéraient qu'il y avait un monde. Surtout ceux, je parle vraiment des plus riches, des plus égés, la frange supérieure des libres de couleur. Ils n'avaient rien à voir. Est-ce qu'il y avait... Ils le considéraient en tout cas. Voilà, moi j'ai vu des textes où il y avait carrément un mépris. Absolument, et c'est ça le rôle du préjugé de couleur. Ça a été utilisé et construit socialement pour conserver une position dominante en tant que frange haute, en tant que groupe aisé, partie aisée des libres de couleur. Chez beaucoup de libres de couleur de l'époque, on retrouve des stratégies de blanchiment. Absolument. Ils cherchent à se faire passer pour blanc. Alors, par exemple, j'ai en tête des exemples chez les notaires. On retrouve des actes notariés où une femme vient faire reconnaître devant notaire qu'elle est bien blanche et qu'elle n'est pas mulâtresse comme on l'appelle dans la rue. Absolument. Donc elle paye chez un notaire donc il y a des vraies stratégies de blanchiment. Donc à l'époque les statistiques ethniques ça existait, c'est très clairement. Très clairement. Et puis et donc finalement ces libres de couleur, à partir du moment où ils comprennent qu'ils n'obtiendront pas cette égalité avec le blanc qu'ils veulent, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils se tournent vers les esclaves, vers les esclavisés pour remettre en cause les systèmes. Voilà, mais on est bien d'accord que c'est pas parce qu'ils aiment les noirs esclaves ou métis esclaves, parce qu'il y avait des métis esclaves aussi, c'est pas parce qu'ils les adorent qu'ils veulent les libérer. Parce que on peut pas prendre position. Enfin, il y a ce présupposé-là. Est-ce que vous dites, attendez, on est bien d'accord, on va pas passer d'un extrême à l'autre. Le lundi, je te déteste parce que globalement, je veux être aussi blanc, même si je ne le suis pas, que le blanc. Et puis le samedi, je t'aime, mon frère, etc. On est bien d'accord que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et en fait, là où il faut contextualiser, on est dans la construction d'un préjugé de couleur. Depuis le début de la période esclavagiste, il y a des lois
qui vont favoriser les Blancs et en tout cas permettre une hiérarchisation de la société basée sur la couleur. Ouais. Donc, ces livres de couleur-là aussi, on ne peut pas non plus apporter un regard moralisateur parce qu'ils sont des produits de la société. Tout comme nous, des fois, on est dans la société actuelle, des produits parfois de notre société. On va en parler parce que ça n'a pas pu disparaître totalement, cette histoire, finalement. Non, c'est une évidence pour nous. Moi, je parle de la société actuelle. Ah oui. Il y a encore des stigmates de cette espèce de stratégie. Au moment de l'abolition de l'esclavage, alors certes, l'esclavage est aboli, mais on a encore, la société ne change pas du jour au lendemain. L'abolition n'est pas une rupture. Ouais. On a cette même société qui va continuer avec les mêmes strates sociales et les mêmes stratégies de survie et auxquelles vont se rajouter les derniers arrivés que sont les engagés indiens et qui sont souvent au bas de l'échelle, on va appeler coulis, je sais plus, les coulis manger chien comme ça. Ils arrivent et ils sont les derniers au bas de l'échelle. Donc on retrouve cette hiérarchisation. Y compris d'ailleurs entre les descendants d'esclaves et puis les Congos. Absolument. Qui sont des Noirs qui sont engagés entre guillemets, qui viennent d'Afrique. Totalement. Voilà. Alors, parlons d'un sujet qui a animé vos réflexions et vos réactions, c'est les rouges, verts, noirs. Alors, un certain nombre d'entre eux, donc qui partagent, alors je dis un certain nombre d'entre eux, qui partagent un certain nombre de convictions relayées, on l'a vu sur les réseaux sociaux essentiellement, mais aussi dans la rue. Ils vous tiennent rigueur de cette espèce de, justement, d'objectivité. Nous Oui, vous, bien sûr, au Liron-la-Caraïbe, puisque vous passez des heures... non, en fait, non. Attendez, vous passez des heures à, on va dire, dialoguer avec eux. Oui. Pas tant que ça. Et vous Non, pas tant que ça. Attendez, moi je vais vous citer, vous savez, dans cette émission, on travaille beaucoup. Vous dites, ce n'est pas la peine de vous expliquer. Vous voulez leur expliquer un certain nombre de choses et vous dites au bout d'un moment, c'est pas la peine de vous expliquer. Vous n'écoutez pas. Vous croyez savoir, mais vous ne faites que calquer des idées reçues. Alors, moi, je ne sais pas si on peut dire qu'il s'agissait... On s'agissait pas en groupe. Oui, mais attendez, moi, je cherchais. La personne en question a des liens avec... Mais certaines pas. En fait, c'est-à-dire que non, c'est pas notre positionnement. Oui. On se positionne pas contre eux, bien au contraire. En fait... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que eux vous font des reproches. Non, mais je m'explique. Ouais. C'est-à-dire que... on est dans une posture d'enseignant et de diffusion de contenu et de formation. On soulève, on interroge des problématiques, on utilise des thèmes. Ouais. Et pour nous, c'est un moyen de semer. C'est un moyen de semer de la connaissance, de semer une réflexion, de participer à une vision de la Martinique, à une vision de la Caraïbe, et à une construction. Oui, mais attendez, elle est paisible. C'est-à-dire pas forcément, parce qu'en ce moment... Votre démarche est plutôt paisible. Oui, notre démarche est paisible, même si on aborde parfois des sujets qui sont difficiles, des sujets qui ont une résonance politique, mais c'est pas notre rôle. Et donc, pour nous, les jeunes, les moins jeunes, quelle que soit leur mouvance et leur militantisme, leur tendance, ça ne nous intéresse pas. Ils vont pouvoir prendre et peut-être construire un argumentaire en utilisant ce qu'on a publié, qu'il soit pour ou contre, qu'ils développent une argumentation. Donc nous, vraiment, on est sensible à ce qui se passe avec ces jeunes, qui ont un message à faire passer et que les politiques doivent entendre. Mais nous, à notre positionnement, c'est pas de les affronter. Si on peut les accompagner, pourquoi pas. Si on peut répondre à leurs questions sur des points, on est ouvert. Au contraire. Par contre, voilà, certaines personnes viennent parfois lancer le débat, on répond, mais s'il n'y a pas d'écoute et d'ouverture, à un moment, on ne peut pas continuer indéfiniment. Mais nous sommes ouverts à l'échange. Oui. C'est très important. Ce qu'on observe, c'est que justement, des fois, puisqu'on parle des rouges verts noirs, ils se lancent dans le débat, mais avec des arguments qui sont pas historiques, parce que nous, c'est notre domaine, qui sont parfois tronqués. Et donc, en fait, nous, on essaie d'apporter une pierre à l'édifice, justement, de la matière à. Et en fait, s'ils veulent, justement, et d'ailleurs, dans nos productions,
nous mettons toujours une bibliographie, puisque 7 minutes, ça va très vite. Voilà, on vous donne la bibliographie, allez chercher, approfondissez, on est là pour le discours. Oui, mais on est bien d'accord que vous comprendrez bien que, comme vous faites un travail sérieux, c'est une opinion personnelle, hein, elle est peut-être pas partagée par d'autres, mais vous faites un travail sérieux. Vous imaginez bien que dans le discours politique, on ne s'embarrasse pas des nuances, on est bien d'accord, quel que soit le parti politique. Oui. Il faut que les choses soient un peu manichéennes. C'est ça. Bon. Et vous, l'exemple qu'on vient d'identifier là, il y a quelques minutes, où vous dites, attendez, c'est pas aussi simple que ça, les libéraux de couleur n'étaient pas forcément très potes avec leurs amis, entre guillemets, ou parents, ou proches esclaves, et qu'il y avait derrière tout ça des stratégies. Vous imaginez bien que ça, quand on commence à rentrer dans ce genre de détails qui sont fondamentaux, le discours politique, il s'effondre. Oui, est-ce que vous êtes conscient du mal que vous leur faites? En fait, on est sur deux voies différentes. Oui. Il y a le discours de l'historien, et le discours du politique. Et en fait, dans le débat actuel, on a tout souvent tendance à opposer les deux discours. Non, je pense que vous faites des illusions. Je pense que le politique veut que vous vous taisiez. Oui, aussi. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Comment peut-être? En fait, est-ce que vous acceptez de vous taire? Non, il y a des choses qui méritent d'être dites. Il y a des sujets qui méritent d'être travaillés et d'être lancés. On a besoin d'une jeune génération pour qu'elle continue dans la recherche à aller sur des points historiques qui ne sont pas encore élucidés. Et c'est aussi notre volonté, c'est de susciter des vocations et de se dire, voilà, il y a des domaines sur lesquels il faut travailler. Et si ça ne correspond pas au discours politique, très honnêtement, c'est pas un problème pour nous, puisqu'il y a certains mots de la société actuelle de 2020 qui résultent de ce manque de connaissances historiques. On va en parler. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Alors, je suis désolé, les rouges verts, on en a parlé, ok. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de gens qui disent les béquets, ça suffit, il faut aller voir qui sont les vrais responsables. Et le discours qui est en train de monter, c'est de dire, alors ça commence par Colbert, mais vous allez voir que ça va un peu plus loin, donc j'ai cherché, j'ai creusé, et les gens disent, non. Le principal responsable, c'est l'État français et tout ce qu'il a mis en œuvre dans ce système ONI d'esclavage, mais aussi beaucoup plus loin de colonisation, etc. Donc, est-ce que vous partagez? Est-ce que c'est une piste de réflexion? Est-ce que ça va ouvrir toute une série de recherches? Là, on est dans le domaine de la responsabilité. On est dans un domaine qui est un domaine à la fois politique, juridique, moral. Nous, on est dans un domaine qui est avant tout dans l'étude historique. Ce qu'on peut dire en regardant les sources, c'est qu'il y a un système esclavagiste qui a été construit avec des lois qui l'ont appuyé, qui l'ont organisé, qui l'ont structuré, et des lois qui ont aboli le système. Donc, on a bien un État, des royaumes, des dirigeants qui ont, et ça c'est scientifique, ce sont des sources, organisé un système qui a duré pendant des siècles. Alors, il y a ici des gens, on glisse naturellement vers la notion, vous l'avez presque prononcé, vers la notion de réparation, puisque vous dites, il y a une responsabilité. On est d'accord. C'est pas les béquets qui ont décidé d'importer des esclaves, on est bien d'accord. C'est pas les béquets qui ont décidé d'aller en Martinique ou en Guadeloupe, parce que de toute façon, il valait mieux à l'époque avoir un peu d'argent et puis des moyens techniques et logistiques pour y arriver. Et puis des plans et puis de l'argent pour construire tout ça. C'est un État qui a c'est décidé. Un système, oui. Oui, on est bien d'accord. C'est un État, c'est un roi avec ses ministres qui ont décidé, avec leurs potes des compagnies, des îles des Amériques, etc., de construire ce système-là. Alors, aujourd'hui, les États caribéens, à travers le CARICOM, disent, attendez, on ne va pas aller demander des comptes aux béquets de Barbade ou de Trinidad. Et il y en a encore, et le système là-bas, l'apartheid est beaucoup plus sévère que chez nous. Bon. Mais on va demander des comptes au gouvernement du Royaume-Uni. Oui. Et puis à tout l'establishment bancaire, industriel. Alors, si vous aviez un conseil à donner à vous en tant qu'historienne, vous diriez, allez chercher
dans les sources, parce que ces sources existent et dans les sources, il y a ces éléments-là, où vous diriez, attendez, vous vous débrouillez, nous, on fait de l'histoire, on fait pas de la politique. Alors, il y a tout un courant d'historiens qui s'intéressent à la question. Hein. Oui. On a d'ailleurs l'exemple qu'on a cité tout à l'heure de l'indemnisation. C'est une jeune Martiniquaise qui fait de la recherche, qui fait une thèse. Ouais. Et c'est pas la première, il y en a d'autres. Vous avez Larry Beckles à la Barbade, qui est historien, qui fait tout un travail sur la réparation justement entre la Barbade et le système anglais. Ça existe. Nous, à notre niveau associatif, en tout cas, on n'a pas vocation à donner des conseils. Mais ce qui est sûr, c'est que le constat, il est là. Elsa l'a dit, c'est un système, c'est l'État qui a mis en place l'esclavage, etc. Enlevez votre casquette d'historienne. Qu'est-ce que vous voyez arriver là? Parce qu'on a l'impression qu'on va passer d'un regard un peu auto-centré, c'est-à-dire nous-mêmes, avec nous-mêmes sur une petite île, à quelque chose de plus global. Je suis même pas En fait, moi, ce que je vois, tout le mouvement de déboulonnage des statuts, Colbert, etc., c'est en fait, quel que soit le pays, là, qu'est-ce qu'on a? C'est des jeunes qui viennent dire à l'État, regardez-nous, ce miroir que vous nous tendez de statues ne nous ressemble pas, on ne se reconnaît pas dans l'espace public. Et en fait, on a des gens qui veulent en fait que leur histoire soit reconnue au niveau national, soit reconnue par l'État. Ils ne veulent plus être invisibilisés. Donc, on a 98% de ces statues qui représentent des hommes blancs, noirs, etc. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'esclavisés. Et en fait, ils ont envie d'être visibles dans l'histoire nationale. Mais on est bien d'accord que ça ne correspond pas au combat, entre guillemets, qui est mené localement, chez nous. Oui et non, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que localement, chez nous, on est plus dans une situation, selon moi, de critique d'une situation actuelle, qu'elle soit économique, politique, idéologique. Et cela se projette sur des actions fortes, et d'ailleurs très fortes, qui ont suscité des réactions pour faire bouger les choses. Oui. On est dans une stratégie, c'est de l'activisme, c'est du militantisme, c'est une réaction. Mais c'est de la politique. Oui, c'est de la politique. Selon moi, ce n'est pas forcément une attaque historique. Voilà, c'est avant tout une manière de dénoncer des inégalités actuelles, et c'est donc aux politiques de trouver une réponse à ceci. Alors, ma question est la suivante. On est bien d'accord que c'est deux actions totalement divergentes. L'une qui est politique et qui correspond à un certain malaise, enfin les gens disent malaise, etc. Mais bon, il y a une bonne part d'hypocrisie derrière tout ça, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont beaucoup plus profondes qu'un simple malaise, on est bien d'accord. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent levez le nez, laissez tomber, là, ce sont des historiens notamment, laissez tomber votre regard autocentré sur les libres de couleur, les béquets, etc. Levez le nez et allez chercher des sources sur ceux qui sont vraiment responsables de ça. Mais en fait, encore une fois, comment vous dire, c'est pas nouveau ça pour nous dans le domaine de l'histoire. Oui, mais pour nous c'est nouveau. Pour nous c'est pas nouveau parce que ça fait des années qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Stéphanie l'a dit. Ce sont pas on a l'impression que certaines personnes dans le grand public découvrent une situation qui est pour nous une situation évidente et qui a déjà été enseignée, qui est déjà étudiée, etc. Non mais attendez. Non mais je veux dire par là que c'est pour nous qui sommes dans le grand public, que c'est quand même une nouveauté. Ben justement, cela signifie que le problème n'est pas là. Le problème est plutôt politique dans la manière de faire deuil, pas de faire deuil, mais d'accepter ce qui s'est passé et d'avancer. En fait, il y a des plaies qui ne sont pas forcément soignées. Oui. Il y a des éléments historiques qui visiblement posent encore problème. Ces éléments ne posent pas problème pour les chercheurs qui les étudient, les travaillent, les diffusent dans leur milieu, mais visiblement dans le monde politique, il y a un basculement qui n'a pas encore été fait. C'est l'opposition histoire. C'est ce que j'allais dire. Et mémoire. Il y a le devoir d'histoire qui est fait. On a énormément, on continue, mais il y a énormément de chercheurs qui ont déjà travaillé sur l'histoire. Il y a le devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire, il doit être politique.
ça doit être des positionnements politiques pour, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans l'espace public? Non, mais c'est vous qui l'enrichissez. Mais c'est fait. Eh ben, attendez. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'il y a quand même... Non, mais il faut reconnaître quand même le travail fait par des générations d'historiens qui soient martiniquais. Pour que vous puissiez dire que ça existe. Oui, ça existe. Alors, je pose une question très simple. Il y a des historiens barbadiens et puis du CARICOM de manière générale qui disent, bon, écoutez, vous êtes gentils, des historiens, on ne parle pas des gouvernements qui ont attaqué le Royaume-Uni devant le Parlement notamment pour des réparations. Alors le mot, on va en parler. Les historiens disent, attendez, vous êtes bien gentils, mais c'est peut-être pas les béquets barbadiens qui ont inventé le système. Voilà une liste de bateaux négriers. Bien sûr. Armés, on disait ça à l'époque, par la Lloyds. La Lloyds qui est une grande banque, une grande assurance en fait. C'est d'abord des assurances qui mettaient en place ce système et qui disent, bon, voilà, faites-en ce que vous voulez. Donc ils donnent ça aux politiques et les politiques attaquent. À ce moment-là, les activistes et les politiques traditionnels attaquent la Lloyds, qui répond là, il y a quelques jours, qui accepte bon les mecs, on va vous donner un peu d'argent, on va aider, etc. Moi, ma question, c'est quand est-ce que des historiens... Attendez, laissez-moi formuler ma question. Quand est-ce que des historiens francophones, on va dire ça globalement, mais surtout antillais, vont dire, voilà la liste des bateaux armés par telle ou telle banque ou telle société française, de Bordeaux, de Nantes, etc., qui aujourd'hui ont encore pignon sur rue et dont il serait intéressant de les interroger. Oui. Alors, est-ce que ce discours-là, vous y êtes favorable? Ou alors vous dites, écoutez, nous, on travaille, il y a ça là, si vous voulez, vous venez chercher. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'un historien peut être aussi un tout petit peu un activiste? Bien sûr, il y a des historiens qui sont, dans notre histoire, il y en a plein, et qui sont militants. Je ne sais pas s'il existe à l'heure actuelle de ce genre, le cas anglais, je ne sais pas si on peut le transposer en France, mais la liste prenons l'exemple de Nantes. La liste des bateaux négriers partis de Nantes, elle est connue. Oui. Elle est même inscrite au mémorial, dans le sol, il y a les noms, etc. Les Nantais, voilà, Jean-Marc Ayrault a géré son problème, mais c'est pas ça la question. La question c'est qui les armait, qui en a profité et est-ce que ces gens-là sont toujours là aujourd'hui? Mais ce sont des contenus qui sont encore une fois accessibles à ceux qui veulent... C'est pas caché en fait. Oui, mais il n'y a pas de publication dessus. Mais les archives sont numérisées. Hein. En fait, la question, c'est que... Parce que je voulais savoir s'il y a des gens parmi vous... C'est qu'il n'y a pas... Et en fait... Travaillent dessus. Parmi nous... Encore, parmi les historiens, pas forcément au niveau de la Caraïbe. Oui, il y a des historiens qui travaillent sur ces domaines-là, bien sûr, et qui étudient... récemment, d'ailleurs, j'ai eu un échange sur Twitter avec l'un d'entre eux qui étudie les transferts négriers, le commerce. Oui, c'est étudié, c'est publié, il y a des publications, il y a des articles. Enfin, je veux insister sur ce point, c'est parce que je lis beaucoup de choses avec un sentiment qu'il y aurait quelque chose qui soit caché, qu'on ne dirait pas tout, que certaines choses seraient orientées, qu'on cacherait certains éléments sciemment. Je veux dire... Pour vous, ça n'existe pas. Mais pas à notre niveau. Enfin, il y a la possibilité de se renseigner auprès des spécialistes. Voilà. Et on peut nous poser la question. Là où il y a une omission, c'est peut-être dans le discours de l'État, soyons clairs. Oui, c'est le discours de l'État. Il y a des omissions, mais là encore, c'est de la politique. C'est de la politique. Il y a une omission, prenons l'exemple de l'indemnisation des colons. C'est une omission de l'État français. Qui ne dit pas clairement qu'il y a une indemnisation. Et en fait, les gens découvrent ça maintenant, par exemple, en pensant qu'on nous a caché, etc. Sauf que c'est pas caché. C'est su des spécialistes et c'est l'État français qui n'en parle pas, qui a encore un problème de reconnaissance de son histoire coloniale. Est-ce que vous pouvez prendre le relais du mutisme de l'État français pour dire, voilà... La preuve, on le fait, on a parlé des indemnisations. Oui, vous avez mis le dawa sur les réseaux sociaux en disant... Voilà les gens qui ont touché, y compris les Igbos de couleur, et voilà très précisément ce qu'ils ont touché. Après, la recherche, elle est encore en train de... Elle est en cours, hein, ce genre de sujet-là. Il y a beaucoup de jeunes historiens qui sont en train de travailler sur ces questions. Donc, au fur et à mesure, ça vient alimenter le débat. Alors, donc on parlait des béquets. Est-ce que vous connaissez l'ouvrage qui s'appelle « Les 209
ancienne famille subsistante de la Martinique. Ça me dit quelque chose. Moi aussi, mais non. Oui et non. Alors, je vous donne un conseil. Allez-y. C'est un travail qui a été mené par Eugène Bruno Latouche et Chantal et Philippe Crozier, qui recense les 209 familles béquées d'avant 1901. Avec des choses extraordinaires. Et là encore, il y a des gens qui disent, alors ça m'amène sur le sujet, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement les béquets? Comment ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dans quel domaine? Ils sont focus de manière à peu près systématique. Alors, comme dirait l'autre, il y a 3 condamnés. Il y a l'État français qui fait l'objet d'attaques régulières. Il y a les béquets, et puis il y a les libres de couleur. De plus en plus de gens disent « Ah ouais, mais bon, ça c'est pas sérieux, les mulâtres, etc. etc. » Et puis ça dévie souvent vers le noirisme qui a eu ses heures de gloire en Haïti au début du XXe siècle. Des acteurs comme ça, est-ce que dans votre boulot, vous trouvez des documents qui portent leurs paroles? Ah oui, bien sûr. Il y a des béquets qui ont raconté, par exemple, les événements de mai 1848, par exemple. Donc, c'est avec leur regard que l'on sait ce qui s'est passé et comment les choses se sont venues. Donc, ils ont écrit régulièrement des articles, des textes, oui. Mais vous comprenez que ça fasse... alors, il y a beaucoup de gens ici qui disent, mais c'est le cœur du système. C'est le cœur du problème. Vous en pensez quoi? Nous sommes encore une fois, désolé, on se répète, mais nous sommes dans une approche historique. Nous faisons... On ne cherche un coupable. On est dans l'analyse d'un système. À titre personnel, on a des avis, des opinions personnelles. Mais lorsqu'on est en train de faire de la recherche en histoire ou de la vulgarisation comme on le fait avec Oliron la Caraïbe, nous sommes en train d'essayer d'expliquer un système, un fonctionnement à un contexte donné. Et en fonction des éléments dont on dispose à une année donnée. Parce qu'avec la recherche, peut-être qu'on va devoir réaborder, réexpliquer, reformuler une analyse plus tard. Mais on est vraiment dans cela. Mais vous êtes dans une position très délicate en fait. Vous êtes dans un environnement où il y a un bouillonnement extraordinaire de réflexion politique, appelons un chat un chat, et vous avez entre les mains de la matière brûlante. Comment vous vivez cette situation? Nous sommes modestes avant tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne vient pas en disant aux gens, voilà, vous êtes dans le faux et voilà. On n'est pas dans ce positionnement-là. Et d'ailleurs, la création de l'association, ça a été vraiment l'idée de modestement venir créer une plateforme numérique où les gens vont pouvoir venir écouter des émissions, des podcasts, regarder des vidéos, les re-regarder, etc. Comment on y est? Est-ce que vous pourriez donner là des exemples Alors, être très concret. Pour regarder ce que vous produisez, comment on fait? Alors, pour regarder ce qu'on produit, on a tout d'abord le site internet olironlacaraïbe.com, tout collé. Alors, moi, je vais être très précis. Oliron, ça s'écrit O-L-I-W-O-N. La Caraïbe, c'est collé L-A-K-A-R-I-B. Lacaraïbe.com. Donc, c'est notre site internet. On va trouver, si vous voulez, déjà notre présentation, les objectifs de l'association, mais aussi nos contenus. Nos contenus sont aussi sur les réseaux sociaux. Alors, donc, on est partout. Dites-nous, donnez-nous des exemples. Tous les réseaux, on est sur Facebook, Twitter, Instagram. On va trouver nos vidéos et nos podcasts sont hébergés sur SoundCloud ou disponibles sur Apple Podcasts pour les recevoir automatiquement sur le téléphone. Alors, s'ajustant, moi, j'ai les petits loups qui nous regardent, vous savez, tout ça, c'est un peu compliqué pour eux. Podcast. Alors, 2 choses. Les podcasts sont à la mode. Ce sont des petites émissions, des enregistrements. Pour nous, ce sont des conversations. Donc, c'est de l'audio. C'est de l'audio. C'est du son. C'est du son. Et les podcasts, si vous voulez, sont un peu plus scientifiques, où on va converser avec des chercheurs principalement, ou faire des récits scientifiques, où on aborde une thématique. Et le but, c'est à travers le parcours du chercheur qui explique aussi son intérêt pour la question, creuser un problème.
Là, on est dans de l'audio. C'est disponible sur SoundCloud, qui est une plateforme d'hébergement audio gratuite. Ou à partir de nos... Mais elle est sur notre site, sur nos sites aussi. Sur notre site et de nos réseaux sociaux, c'est là. Facebook, Twitter, Instagram. Et les vidéos sont sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et là, on est plus grand public, on va dire, avec des thèmes. Voilà, on est plus dans la pédagogie, c'est imagé. Quand est-ce qu'il y a une télé qui vous rattrape en vous disant « Donnez-moi vos vidéos, je vais les diffuser ». On attend. On attend, c'est ça. Zouk TV va... On attend, voilà. Mais... Je m'engage, mais je pense que Zouk TV va être intéressé. Voilà, nos petites vidéos qui sont là, et on est dans une dimension plus pédagogique, on fait des thèmes plus variés. On a parlé des Kalinago, des abolitions. Voilà, au fur et à mesure, ça nous demande du temps, mais au fur et à mesure, on essaie d'aborder des thèmes. Ok. Et aujourd'hui, bon, évidemment, ça a une fonction pédagogique, on l'imagine bien, mais il y a aussi une fonction, vous aimez pas ça, mais bon, je vais y revenir, il y a quand même une fonction politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que vous construisez ou vous aidez à construire une société en faisant ça. Oui, bien sûr. Est-ce que ce rôle-là, alors, je vais lire un truc. Venant de vous, nous venons avec humilité apporter des contenus sur des thèmes en croisant des sources, des articles, des ouvrages d'historiens, c'est tout. Ne me faites pas rigoler. Mais oui, c'est humble parce que... C'est humble. Non, je ne conteste pas l'humilité, etc. Ça ne peut pas être tout. C'est quand même une forme de militantisme. Parce que vous disiez, au tout début, bon, c'est pas nous qui avons créé l'histoire, on a eu des associations, mais nous avons quand même senti que bon, en termes de diffusion, en termes de vulgarisation, il y avait un besoin. Bien sûr. On répond à un vrai besoin. La raison d'être de l'association, c'est des Martiniquais qui sont passionnés par l'histoire de leur pays. On a envie d'apporter notre pierre à l'édifice en regardant vers le futur. Mais on peut pas spontanément vouloir. Et c'est une forme de militantisme, parce qu'on aime notre pays, parce qu'on voit la souffrance dans laquelle nous sommes. Bien sûr, on voit la souffrance dans laquelle nous sommes. On voit qu'il y a des questions qui prennent racine dans l'histoire ou dans la géographie et que les gens ne comprennent pas ou qui sont oubliés. Non, attendez, moi ce qui m'intéresse davantage, au-delà de l'oubli, vous dites, nous voyons la souffrance dans laquelle les gens sont. Est-ce qu'il y a un lien entre cette souffrance et le passé ? Bien sûr, il y a des choses qui sont pas réglées. Alors, expliquez-moi ça. Moi, non seulement il y a un lien, mais il y a aussi ce lien, même s'il est fantasmé, il y a un pont qui est, en tout cas dans la société actuelle, il y a un pont qui est fait entre le passé et la société actuelle. Que ça soit vrai ou pas, que ça soit nuancé ou pas. En fait, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que on va chercher dans l'esclavage, dans la colonisation, les conséquences, les causes de la société dans laquelle on est. Même si ce n'est pas que ça. On est dans une construction, on peut parler aussi de l'après-esclavage, de la départementalisation. Il y a tout un processus de création dans la société qui mène à la société actuelle. Et en fait, souvent, les gens vont faire des raccourcis ou, à juste titre, chercher des justifications ou des amalgames. Et là, c'est aussi notre objectif, venir éclairer tout ce passé. Parce que le passé, dans les luttes actuelles, l'histoire aussi permet de comprendre les luttes actuelles et d'éclairer les luttes du passé et expliquer, nous donner des pistes pour la lutte d'aujourd'hui. C'est aussi le rôle de l'histoire. Même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. Surtout quand ça fait mal. Et je voudrais rajouter quelque chose à propos de l'extrait, de la petite phrase que vous avez diffusée. Alors, je la finis. Comme ça va peut-être vous permettre de rebondir. Il y avait quand même, il y avait 7 tout. Moi, je suis pas d'accord et vous avez prouvé que c'était pas tout. 2 points, nous ne sommes au service de personne. Alors, tout dépend du contexte dans lequel la phrase a été notée. Mais ce que je veux dire par là, quand on parle d'humilité, c'est qu'il y a un énorme travail, je l'ai déjà dit, dans le monde universitaire qui est fait. C'est ça. Et modestement, en tant que professeur d'histoire géo, on vient faire la passerelle entre ce monde-là et le grand public. Ouais. Et donc, nous, on est en train de se positionner entre les deux. Et heureusement, on a des universitaires qui nous ont accompagnés, suivis dès le départ, pour leur faire comprendre qu'il faut parler aux gens. Alors, ils le faisaient déjà certainement. Certains sont engagés, certains ont des blogs, certains travaillent et vulgarisent à leur niveau. Et nous, on essaie de rassembler
et de faire ce pont-là. Et c'est pour cela qu'on dit c'est tout, parce qu'en fait, on n'est pas dans un positionnement où on va montrer que la face positive ou les avantages d'une situation, ou voilà. On n'est pas dans ça. Vous n'êtes pas des porteurs d'eau. On est vraiment dans l'idée de dire voilà, il y a une histoire complexe. Voilà ce qui s'est passé dans une situation. On parle beaucoup de l'histoire, mais il y a la géographie aussi. Ouais. Lorsqu'on se met à analyser l'organisation d'un territoire tel que le territoire Martinique, on touche des pans économiques, politiques, une organisation, une structure commerciale, par exemple, pour des échanges ou des transports. Là, on est dans des thèmes sensibles que l'on va aborder dans Liron la Caraïbe, mais on est toujours dans une transmission pour pouvoir répondre à cette demande et montrer aux gens qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des universitaires qui ont étudié, par exemple, sur les transports. Il y a du monde, il y a une réflexion qui est faite, il y a un éclairage qui peut être donné, et voilà ce que ces personnes ont établi. Après, si cela permet de nourrir une réflexion politique, tant mieux. Une réflexion personnelle, militante, même les rouges verts noirs, il n'y a aucun souci. Mais nous, on est vraiment dans une transmission. On n'est pas dans un jugement. Très bien. Alors, il y a 2-3 petites questions qui me sont parvenues quand je travaillais sur cette émission. La première, c'est pourquoi il n'y a pas eu, d'ailleurs il y a des travaux dessus, pourquoi il n'y a pas eu de grande revanche, de vengeance, de destruction, de massacre en 1848 après l'abolition? C'est-à-dire pourquoi les Noirs, pourquoi les esclaves ne se sont pas vengés? Ah d'accord. Parce que tout simplement, la construction même de la société sur ce préjugé de couleur, on en revient, mais c'est comme, j'ai un exemple, il est parti, on est dans une telle construction violente qu'on asservit l'esprit. Et c'est difficile de prendre du recul. Nous, on analyse et on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais à l'époque, c'est difficile de prendre du recul. Et l'histoire fait que, à la libération, il y a un moment de liesse, mais et après, qu'est-ce qu'ils font? On mange comment? Dans un premier temps, il y en a qui n'ont connu que la société esclavagiste, la société de plantation. Et passé le moment de liesse où ils font la fête, on est libre, ils retournent travailler parce qu'il faut manger. Qu'est-ce que vous pensez de l'assertion qui a cours dans le Nord-Atlantique où il y a des gens qui disent « nègre pas qu'à tuer papaye ». Vous voyez, on parlait des liens, vous savez, des liens consanguins ou ethniques et cette espèce de métissage important de la société martiniquaise. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, on est je ne sais pas si c'est lié à cette question. Enfin, je ne sais pas si c'est la question du métissage qui est la plus importante. Ici, c'est la question des liens de domination et de violence. Mais de coexistence sur une plantation entre... Mais la colonisation, elle est aussi mentale. C'est ça. La colonisation, elle est mentale. Elle est basée sur un maintien psychologique appuyé par la violence. C'est ça. Et donc, il faut du temps pour se défaire de ce nœud. Comment vous expliquez, par exemple, alors il y a des gens qui disent et qui pensent qu'il y avait quand même, à un moment, une espèce d'entente, d'espèce de négociation entre les anciens esclaves et les maîtres pour que l'espèce de micro-système puisse continuer. Alors, ça, je ne sais pas s'il y a eu une entente, mais déjà, il faut distinguer, il y a 2 types d'espaces de vie dans la société coloniale. On parle souvent de l'habitation, plantation, le maître et ses esclaves, mais il y a aussi les villes coloniales. C'est ça. On a Saint-Pierre, par exemple, c'est 20 000 habitants, c'est autant que la Jamaïque, que Kingston à la Jamaïque. Et à la taille, 90% des villes françaises hexagonales à l'époque n'atteignaient pas cette taille-là. On a une promiscuité dans l'habitat. Et le quotidien, quand on fait de la micro-histoire, quand on s'intéresse à l'histoire des gens, on voit bien qu'il y a aussi il y a des stratégies de survie, Elsa l'a dit, il y a aussi de la cohabitation. Il y a des veuves, par exemple, à Saint-Pierre, il y a énormément de veuves blanches qui n'ont comme moyen de subsister que le petit pécule que leur reverse 1 ou 2 esclaves qu'elles ont, des esclaves qui vont travailler sur le pont et qui reversent une petite somme. Et c'est leur seul moyen. Et ces femmes-là, elles vivent ensemble.
Et donc voilà, je vois déjà les gens dire oui, mais vous romanisez. Non, mais il y a de vrais mots. Voilà, on est dans la promiscuité, on est dans la construction. Mais y compris sur l'habitation. Y compris sur l'habitation. On a du mal à comprendre que 2 ou 3 personnes blanches sur une habitation puissent coexister pacifiquement avec une cinquantaine, une soixantaine d'anciens esclaves et que le système soit autonome. Ça, c'est la force du système, la force de la domination. Et là, on parle d'aliénation, carrément. On parle d'aliénation. Comment ce système, souvent mes élèves, par exemple, me disent, mais madame, je ne comprends pas. Il y avait beaucoup plus de noirs, quelques blancs, mais pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Pourquoi moi, j'allais les tuer. Mais sauf qu'on est dans une construction. Et puis, encore faut-il faire groupe. C'est ça, déjà. Ouais. Encore faut-il faire groupe. Oui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de partis politiques. Mais c'est pas ça, c'est que la couleur ne suffit pas à assurer une solidarité et un groupe. Et puis on a vu qu'à l'intérieur même d'une composante ethnique, et il y avait des différences sociales. Même si les solidarités, elles sont là, elles sont fortes, hein, mais on a vraiment une construction violente et une coercition. Une coercition qui est, c'est comme, vous savez, il y a des images où on montre un chien qui, même s'il n'est pas attaché, mais son maître l'a tellement habitué à être dans un périmètre qu'il ne voit même pas qu'il est libre. On appelle ça le syndrome du chien créole. Je sais pas. Mais voilà. C'est très connu. En politique, c'est très connu. C'est connu. On a une chaîne, on aboie et on va jusqu'au bout de la chaîne. Un jour, on vous enlève la chaîne et vous n'allez pas plus loin. Voilà. Donc il faut y penser à ça. Il y a une espèce de domination et voilà. Ouais. C'est compliqué. C'est terrible. C'est terrible. On arrive au bout de l'émission. Déjà. Mais oui, on a. Alors, très rapidement, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire du nombrilisme. Quelles sont les autres thématiques auxquelles vous vous intéressez? Et j'aimerais bien vous entendre un petit peu sur la Caraïbe. Ben voilà. Ah ben écoutez. La Caraïbe, je crois que on oublie, dans la situation actuelle, souvent, on oublie, la Caraïbe ne fait pas partie de notre schéma mental. Pour les Antilles françaises, ça fait longtemps. Ouais. Sauf qu'on est dans à côté, c'est la Caraïbe, et on a tellement été dans ce dialogue avec la France on oublie que nous sommes, en tout cas ici, on oublie que nous sommes caribéens. Même si on a quelques contacts à travers la musique jamaïcaine, par exemple. Mais est-ce que l'inverse n'est pas aussi vrai? Je veux dire, les Trinidadiens, quand on leur parle de la Martinique... Non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, mais c'est parce que c'est à nous c'est pareil. C'est surtout notre spécificité historique et les séquelles de l'exclusion coloniale qui permettent et qui expliquent. Mais l'exclusion coloniale était vraie aussi au Trinidad, hein? Oui, mais la différence, c'est que le Commonwealth a permis de créer des liens aussi bien politiques qu'économiques. Et puis nous, même après la départementalisation, on est toujours dans ce dialogue entre tourner vers la France. On a une économie, les transferts de fonds sociaux vers la Martinique, les ports, tout, l'aéroport, enfin c'est un fait. Et puis on va faire nos études à Paris. À Paris, voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a quand même de plus en plus d'ouverture sur la Caraïbe. Il y a beaucoup de partenariats avec l'UI, l'université des West Indies. Alors vous, quel est votre objectif là? Est-ce que ça va être aussi de nous apprendre oui. On l'a déjà fait, on a déjà proposé sur notre site une définition de qu'est-ce que la Caraïbe. Oui, j'ai vu, avec des cartes. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup intéressé qu'à la Martinique parce qu'on est tellement... On arrive au bon moment, il y a une demande, on est submergé, mais expliquez-nous ça. Ouais. Et donc on s'intéresse, on commence d'abord modestement chez nous parce qu'il y a un vrai besoin. Et puis le but c'est d'expliquer la Caraïbe, de s'intéresser à ce que font les voisins, Sainte-Lucie, Dominique. Mais dans quel but? Uniquement un but pédagogique ou aussi de différenciation, d'explication? Parce que peut-être qu'une partie des réponses à nos problématiques, vous avez dit qu'on souffre, on souffre, se trouve ailleurs, parce qu'il y a quelque chose que les Martiniquais découvrent à travers l'ensemble de tout ce qui est produit, les pollutions intellectuelles, mais également tout ce qui touche aux loisirs, aux échanges, c'est que finalement ces îles du Sud en particulier, mais même du Nord, ont été très longtemps françaises. Oui, c'est ça, tout à fait. Et peut-être qu'il y a des... Il y a des points communs. Et puis, de par l'insularité, on a plein de points communs. On a une histoire commune qui a été basée sur une économie de plantation. Oui. On a l'insularité, on a l'air Caraïbe, on a ce multiculturalisme. On peut dire que la Caraïbe a été
premier laboratoire de la mondialisation. Ouais. Et on a plein de points communs, il faut qu'on découvre. Oui, tout à fait. Et puis, l'important également, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas question non plus de concourir à maintenir les gens dans un nombrilisme et dans une fermeture qui est liée à l'île comme étant quelque chose de fermé et d'être isolé. Alors, le but, c'est bien de bien se connaître, de comprendre ses liens en tant qu'anti-Martinique, Guadeloupe, anti-française en général, et de s'ouvrir à ce qu'il y a autour de commun, comme le disait Stéphanie, de différents, pour mieux se situer dans le monde également. Bien se connaître pour s'ouvrir, et cela aussi a une répercussion sur l'approche que l'on va utiliser pour aborder certaines thématiques. Pas depuis forcément la France hexagonale, mais bien depuis la Caraïbe et depuis les colonies. Quand on renverse, si on prend l'exemple des abolitions de l'esclavage, les deux abolitions, il y a une différence entre le fait d'aborder ce qui a presque toujours été le cas, les abolitions du point de vue français, où là, on va étudier, par exemple, la première abolition dans le contexte de la Révolution française uniquement, et se dire que voilà, au milieu de la Révolution française, eh bien, on a aboli l'esclavage une première fois. Et puis, il y a un autre point de vue, une autre approche, lorsqu'on se met dans la Caraïbe et on commence à aborder les événements, notamment de Saint-Domingue, qui vont précipiter une première abolition. Et ce point de vue-là, ce basculement qu'on ressent dans la Caraïbe, qu'on peut aussi adopter, transposer dans d'autres études, notamment sur l'Afrique, le continent africain. C'est ça le mouvement qu'on appelle décolonial aujourd'hui. Où on est scientifiquement, que ce soit en histoire, en géographie, en sciences philosophiques, sciences politiques, eh bien on est dans un renversement pour questionner, pas pour opposer, parce que les deux points de vue existent, mais pour montrer les liens qu'il y a entre les deux. Et pas juste une vision. Si c'est pas politique, ça, je ne sais pas ce que c'est. Au sens noble du terme. Au sens noble du terme. Alors, une dernière question. Moi, j'ai toujours été frappé par les résultats extrêmement brillants. D'ailleurs, on a ici l'exemple parfait des jeunes martiniquais et guadeloupéens. Notamment cette excellence permanente et moi je suis fanatique de statistiques et quand je compare, alors vous avez fait une prépa, je regarde les taux de réussite des prépas martiniquaises par rapport au national, on est quand même sur des choses, des taux extraordinaires. Tout à fait. Et ça c'est dû à quoi ? Pourquoi il y a autant de talent sur un tout petit territoire ? Déjà, il faut dire qu'il y a des professeurs engagés, pour commencer. C'est vrai. Déjà, merci beaucoup pour les professeurs. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que les prépas, comme on n'a pas parlé du cas spécifique de la prépa littéraire dont nous sommes les produits, avec des professeurs piliers qui font partie d'Oléron la Caraïbe aussi, et qui ont agi pendant des années, formé des générations de personnes connues, pas connues ici ou ailleurs, des ambassadeurs, tout ce que vous voulez. Il faut quand même citer l'un des piliers, c'est Elisabeth Landy. Elisabeth Landy et Bruno Magalon-Greno, tout à fait, qui sont vraiment les piliers de cette CPGE. Mais je veux dire au-delà des prépas, moi je pense dans les collèges, dans les collèges ruraux, les petites 5e, les petites 6e. Alors, au-delà des profs, est-ce que naturellement, en lien avec cette histoire, ces mélanges, il n'y a pas. Alors, parce que quand on fait littérature, je suis désolé, sur 1000 km², produire autant de bons, voire de très bons auteurs, des chercheurs, des chefs d'entreprise, des artistes, des sportifs. Terre de talent, quand même. Terre de talent, bien sûr. Et puis, il faut être motivé. J'ai envie de dire qu'il y a d'abord une volonté de se chercher, de culturer. Une explication qui vient d'un gosse qui était dans une de mes classes et qui m'a dit c'est normal. Alors je lui dis mais ça veut dire quoi ? C'est un peu court, c'est normal. Il me dit mais c'est normal. Parce que les gens qui sont venus ici, déjà ils n'ont pas choisi de venir, donc c'est une contrainte. Quand on contraint quelqu'un, il résiste, ok ? Et puis s'ils ont finalement atterri ici, c'est que c'est les meilleurs. On est d'accord. Les Noirs qui étaient au fond des bateaux, les Indiens, les Chinois, même les Blancs, qu'on a chopés et qu'on a mis sur des bateaux et qui ont résisté à la fièvre jaune, etc. Et je lui dis, effectivement, peut-être. Et il me dit, mais le pire, c'est que
quand on prend les meilleurs et quand on les mélange, quand on mélange les meilleurs avec les meilleurs, ça donne des choses formidables. Et je lui pose la dernière question, je lui dis, mais ton père fait quoi? Il m'a dit, mon père est pépiniériste. Donc forcément, il savait de quoi il est. Est-ce que cette idée de sélection, de mélange, de mélange culturel, de mélange intellectuel a pu produire dans ces îles, parce que c'est exactement la même chose à Trinidad ou ailleurs, parce que c'est aussi prix Nobel de littérature. Oui, parce qu'on est dans la Caraïbe, c'est un carrefour. C'est le carrefour de la première mondialisation, le premier endroit où la plupart des civilisations se sont rencontrées, Afrique, Asie, Europe, c'est la Caraïbe. Effectivement, on a, c'est une histoire douloureuse, mais on a aussi cet héritage multiculturel. Et en fait, un enfant martiniquais sait qu'il a à côté Sainte-Lucie, il écoute la musique jamaïcaine, donc il va s'intéresser à l'anglais, en même temps il en regarde sur les États-Unis, sur l'Europe, voilà. Il faut en faire c'est une force. Très bien. On va retenir ce message-là comme message de fait. Ne bougez pas, on a un petit quart d'heure culturel. Donc si vous m'écoutez, on va avoir ça à l'écran. Alors bon, c'est plutôt controversé, mais bon, j'ai quand même tenu à en parler parce que ça revient sur les réseaux. Il y a des gens qui disent check Anta Diop, il faut en parler. Donc antériorité des civilisations nègres. La question est quand même posée, mythe ou vérité historique? Il y a plein de choses à dire. Mais en tout cas, ça c'est pour Nicolas Sarkozy. Je lui dédie lui qui disait que l'Afrique n'était pas encore entrée dans l'histoire. Je lui recommande ce bouquin. Je pense qu'il a déjà lu, peut-être. On vient d'en parler, la Caraïbe, donc l'histoire des Caraïbes d'Eric Williams, ça c'est le bouquin à mettre dans sa bibliothèque obligatoirement. Et alors, bon, il a sa façon de lire l'histoire, hein. Elle n'est pas toujours très académique, mais c'était d'abord un homme politique, Premier ministre de Trinidad pendant de très longues années. Bon, ça c'est la Bible, hein. Si vous voulez comprendre la complexité, lisez ça. Frédéric Régent, Esclavage, Métissage, Liberté, la Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802. Bon, peut-être un mythe à faire tomber. Tous les béquets guadeloupéens n'ont pas vu leur tête coupée par Victor Hugues. Hein, rappelons ça. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Bon, ok. La plupart d'entre eux, je crois même 90% d'entre eux, ont fui avant l'arrivée de Victor Hugues. Et puis je suis obligé de parler de polar. Alors c'est très rare, un polar coréen, ça s'appelle Sancho, et grosso modo il nous donne une belle leçon, quoi. Les Coréens, je ne vais pas en parler dans le détail, mais si vous aimez James Ellroy aux États-Unis, Sancho, tout ça à la librairie antillaise. Et mesdames, vous avez des bouquins à nous conseiller, ou un bouquin à nous conseiller? Alors, un bouquin particulièrement, c'est l'ouvrage coécrit, sous la direction de Jean-Pierre Sainton. C'est l'histoire et civilisation de la Caraïbe, 2 tomes. Voilà. Sur 3 prévus. Sur 3 de prévus, 2 sont déjà sortis. C'est vraiment aussi une approche récente de la question de la Caraïbe, des approches historiographiques de la Caraïbe. Alors, rappelons que Jean-Pierre Sainton est le pape, entre guillemets, de l'histoire contemporaine. Et c'est un Guadeloupéen. Oui. Et je voudrais lui rendre hommage ici parce qu'il nous a beaucoup aidé sur le premier numéro d'Historial quand on traitait de la question de mai 67. Et il a formé des générations d'historiens. Tout à fait. Et il faut dire aussi, rappeler qu'en ce moment, nous avons une série sur la départementalisation sur nos réseaux sociaux. Et on a des podcasts qui sont en ligne. Et le premier podcast, il est vraiment à écouter. C'est un dialogue avec Jean-Pierre Sainton et son tout nouveau docteur en histoire contemporaine, Maël Lavener-Pinault. Tous les deux spécialistes en contemporaine et une approche politique et sociale de la départementalisation. Il n'y a pas que l'esclavage dans la vie. Hein. Mais c'est surtout ça, c'est la focale esclavage traite négrière occupe beaucoup de place, mais il y a de l'intérêt à bien étudier le XXe siècle. Tout à fait. Mesdames, merci beaucoup. Merci de votre implication, de votre militantisme. Et sachez que nous sommes avec vous. Entendu. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt. À la semaine prochaine.